Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette question, votre magazine de la rédaction qui passe chaque dimanche à partir de 20h05 et le lundi en rediffusion à partir de 9h juste. Pour ce jour, nous allons analyser deux thématiques, notamment la pollution environnementale. Le gouvernement central, le gouvernement provincial, est-il ou sont-ils impuissants face aux géants miniers qui exploitent nos minerais ici en République démocratique du Congo dans différentes provinces, face à la pollution de l'air, face à la pollution de l'eau, face à la pollution du sol? Est-ce la complicité ou l'impuissance du gouvernement? En deuxième position, le ministre de la Justice ainsi que le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, sont venus dans la province du Lualaba pour vulgariser l'accord de Washington. Que retenir de cette vulgarisation des accords? Pour en parler, je reçois sur ce plateau un analyste politique et un cadre de la société civile, M. Léonard Zama. Salut et bienvenue. Merci, M. Chérif. Merci de nous avoir associés à ce débat. C'est une occasion pour moi de saluer mon co-débatteur. Merci beaucoup. Bienvenue, M. Clovis Moïse. Vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République. Salut et bienvenue. Merci, M. Chérif. Je salue tous ceux qui vont nous suivre, ainsi que mon co-débatteur. En tout cas, je suis très heureux de participer à ce débat de ce jour. Bien avant d'entrer dans notre premier thème, de décortiquer notre premier thème, M. Léonard Zama, vous avez une actualité à partager avec les téléspectateurs et auditeurs? Peut-être l'actualité que nous avons, nous avons lancé la campagne, et c'est l'initiative pour la protection des droits de l'homme et la réinsertion sociale IPEDA, qui a lancé une campagne sur la justice climatique avec deux éléments clés pour faire éveiller et sensibiliser, voire conscientiser les communautés à prendre conscience de leur pouvoir. Parce que quand on parle aujourd'hui de changement climatique, il y a deux éléments qui entrent en jeu tels que l'égalité, il y a la participation, il y a aussi la distribution, et tous ces éléments-là, on a essayé de sensibiliser la population pour qu'ils se rendent compte de leurs responsabilités et pousser aussi les autorités à faire mieux leur travail, tout aussi en demandant des entreprises minières, évidemment, de publier leurs études d'impact environnemental. Peut-être nous allons en décortiquer plus dans le sujet qui concerne la pollution. Monsieur Clovis Manzé, vous avez une actualité particulière à partager avec les téléspectateurs? Oui, en fait, moi, j'ai juste été suivi par certains de nos compatriotes de la ville de Kolwezi qui déplorent au moins le banditisme. Le banditisme urbain, ça s'est accentué sérieusement. Les gens, dans le milieu un peu reculé, les gens ne savent pas s'y reculer. Et même en pleine ville. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène appelé communément clé bois qui est en train de battre son plein. En tout cas, les gens ne circulent pas librement. Mais M. Clovis, nous avons ici au Lualaba un ministre de l'Intérieur. Oui, nous avons un ministre de l'Intérieur qui doit effectivement sécuriser la population. Malheureusement, on ne le constate pas. Ce que nous demandons est qu'ils se mettent au service parce qu'ils sont là pour le peuple. Et aux autorités de la police de faire bien le travail. Ils ne peuvent pas circuler ces mal là où il fait clair. Je pense que là où il fait aussi noir, parce qu'on comprend aussi que ce banditisme-là urbain de Cléboa, c'est causé aussi par l'obscurité dans la ville. On n'a pas le courant dans la ville. Je pense qu'ils doivent aménager, qu'on électrifie quand même partout. Nous ne pouvons pas choisir des quartiers qu'il faut mettre d'éclairage public et d'autres non. Mais je pense que n'infise que l'éclairage public au lampadaire peut faire à ce que ces bandits, ces malfrats ne puissent pas commencer encore à inquiéter la population. Moi, je pense que dans presque tous les quartiers, il y a ces phénomènes et la population s'en plaigne. Merci beaucoup. Nous allons décortiquer directement notre première thématique, le gouvernement face à la pollution minière, impuissance ou complicité. Monsieur Léonard Zama, bien avant d'étaler toute la matière, dans la province du Lualaba, comment se présente le monitoring des entreprises minières qui exploitent? Est-ce qu'il y a pollution réellement de l'environnement ici dans la province du Lualaba? Oui, bon, selon notre perception, mais il y a aussi des aspects les plus importants lorsqu'on veut parler de la pollution. On nous exige beaucoup plus selon avec le scientifique. Nous devons prouver avec des études qui attestent qu'il y a une pollution, mais également la plupart des organisations de la société civile font ce travail-là et
prennent des échantillons pour aller essayer de tester et se rassurer s'il y a la pollution. Mais le travail de monitoring, on se rassure qu'il y a beaucoup de pollution dans la province du Lualaba et même certains rapports existent à qui nous demandons beaucoup plus aux citoyens de parcourir et d'analyser ces rapports pour se rassurer de ce qui se passe. Aujourd'hui, le problème, si nous pouvons commencer avec le problème, vous allez vous rendre compte que comment sont attribuées les licences. C'est là où ça pose problème. Vous attribuez des licences et des permis sans faire des études au préalable. Descendez sur terrain pour se rassurer. Est-ce que c'est un village? Et même certains, les études d'impact environnemental et social sont collées. Les gens font des collages. Est-ce que lorsqu'on octroie ces permis d'exploitation aux entreprises minières, Kinshasa a vraiment la réalité, par exemple pour les cas du Lualaba, où l'on laisse par exemple une entreprise, je vais citer ici les cas du Roche Mining, qui installe une usine à côté de maisons d'habitation? Mais c'est ça le problème. Je peux vous donner l'exemple que le cas du Roche Mining, c'est le cas que nous avons vécu aussi avec Manouapi à Fungurum. Quand vous arrivez sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des saignements nasaux. Il y avait le yeux s'est transformé. Il y avait aussi la mauvaise respiration dans des communautés. Donc l'air était pollué avec du gaz. Mais lorsque vous arrivez sur terrain, le service attitré, ils arrivent là-bas, ils prennent des échantillons, mais quand ils partent d'office sans dire la communauté quelles sont les mesures préventives qu'on peut prendre à une certaine période, parce que la délocalisation, s'il s'agit de délocalisation, ça dépend, il y a toute une procédure. Ouais. À travers cette procédure, vous devez d'abord voir, nous commençons où? Il y a d'abord des arrêtés que vous pouvez patienter. Bien avant de parler de ça, M. Léonard, si on doit faire une liste aujourd'hui des habitants qui sont exposés à la pollution minière ici dans la province du Lualaba, on peut en avoir? Oui, et on peut en avoir. Vous avez par exemple Moussonoï, vous avez les habitants de Fungurum, vous avez ceux qui sont en Nkando, on appelle, il y a des villages du côté Nkando, vous avez nos frères qui sont Tobelair, vous avez Dilungu, et pour ne citer d'abord que ça, vous allez vous rendre compte que nous avons beaucoup d'entités qui sont polluées par des activités minières. L'air que nous respirons même aujourd'hui, allez en ville là-bas, vous allez vous rendre compte que d'abord la ville disparaît et aucun mécanisme de remplacement. Parce qu'en réalité, ces entreprises, ils ont le droit d'avoir le plan de réinstallation. Mais ce qui se passe dans la province du Lualaba est autre, parce qu'on appelle des individus pour leur dire on va vous donner l'argent, on essaie de les sensibiliser, les gens acceptent, ils prennent l'argent. Et quand ils prennent l'argent, on va les délocaliser et ces gens-là partent construire ailleurs. C'est comme si nous perdons des quartiers de villages, alors que sur la carte géographique, nous reconnaissons ces villages-là. Mais comment est-ce qu'on fait pour actualiser, par exemple, sur la statistique de la République démocratique du Congo? Donc, il y a beaucoup d'aspects, peut-être au fur et à mesure, on va essayer d'étaler et de développer ce sujet. Merci beaucoup, M. Clovis. Est-ce que le gouvernement manque le moyen pour mener des contrôles efficaces, ou soit c'est l'effet que le pays dépend totalement des activités minières qu'on ferme un peu l'œil sur ces pollutions? Oui, mais merci pour la question, Monsieur Chérif. Moi, je pense qu'il y a complicité du gouvernement, il y a complicité de services. Mon co-débatteur l'a dit, on entend, parce que pour avoir un permis, ou soit pour avoir un permis d'exploitation pour une entité de traitement, par exemple, ou bien d'installer les usines et tout consort, il faut qu'il y ait une étude de politique environnementale. Maintenant, la politique environnementale, ça s'est fait sur base d'enquête. Les gens, parce qu'ils doivent venir sur place, là vous allez installer vos usines, enquêter sur des villages environnants, mais poser des questions, alors tout ça pour aboutir à donner ces licences. Mais tout s'est fait à Kinshasa, les gens sont dans leur bureau climatisé, c'est juste quand quelqu'un dépose les millions sur la table,
ils donnent sans tenir compte des populations qui vont souffrir par la suite. C'est ce que nous vivons maintenant. Tout s'est fait à Kinshasa, et puis les gens donnent des licences comme ça, les entreprises viennent, ils s'installent, et puis on sacrifie la population. Est-ce que le gouvernement ne sait pas qu'il y a pollution à Kolwezi? Non, mais ils savent qu'il y a pollution, mais ils le font parce qu'ils savent qu'il y a des billets verts qui sont en train de circuler, et puis avoir pollution, et puis par la suite, ils viennent même pour vouloir voir clair, et puis ils vont rentrer sans rien faire. Mais ce Clovis, vous avez vu récemment, le Lubumbashi a eu une entreprise qui a été accusée de pollution, notamment le ministre des Mines était descendu sur place pour fermer les activités de cette entreprise. Mais l'entreprise fonctionne jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Oui, mais c'est l'entreprise SEDAM. S'il ne faut pas le citer, mais l'entreprise fonctionne à Lubumbashi. Alors je pense que... Et ils ont fait leur sketch là, de donner les gens des fardes d'eau pour un jour. Hein, les populations environnantes, là-bas, on a donné des fardes d'eau pour un jour. Et puis par la suite, je ne sais pas si ça pouvait continuer. Alors, or que ces histoires-là sont en train de polluer et l'air, et l'eau, et la nappe. Peut-on dire que le gouvernement est en train de tuer sa propre population? Je vous dis qu'il y a complicité dans cette affaire. Il y a complicité. Il y a des gens qui aiment les billets verts que sa propre population. Si on devrait mesurer cette responsabilité, M. Clovis, c'est à quelle hauteur? Au niveau du gouvernement provincial, au niveau des services de l'environnement, ou soit au niveau du gouvernement central? En fait, on peut dire que c'est à 100% au niveau des services, mais il y a l'acheter aussi de ceux-là qui doivent veiller sur les services. C'est ça le gouvernement dont on parle. Comment est-ce que vous pouvez accepter que les services continuent à livrer des licences pour les entreprises et à les installer au milieu des villages, au milieu des populations, et on ne sait pas comment vivre. Parce que dans le temps, nous, on savait, même du temps de la GECAMIN ne pouvait pas installer ces usines là où habitaient les gens. Et on savait, non, même les déchets toxiques qui devraient venir de ces usines devraient être orientés et amenés quelque part, qui ne puissent pas toucher sur nos rivières, qui ne puissent pas toucher sur ce qui peut contribuer, ce qui peut détruire la vie des paisibles citoyens. Moi, je pense que les gouvernements, les services, actuellement, ils ont juste besoin de l'argent, ils n'ont plus besoin de la santé de la population. Clovis, qu'est-ce qui explique qu'à l'époque de la GECAMIN, on n'entendait pas parler en tout cas de la pollution? Voilà. Et pourtant, la GECAMIN exploitait. Voilà. Pourquoi ces changements-là à l'époque de la GECAMIN et à cette époque ici? Non, il y a le changement. Pourquoi? Parce que là, il y avait encore... On pouvait avoir des études bien faites, parce que les études de la politique environnementale, je vous ai dit que ça doit prendre du temps. Mais il y a des sociétés qui peuvent se créer en un clin d'œil, ils ont l'usine, ils ont des licences, ils peuvent exploiter, ils peuvent travailler. Alors tout ça, c'est ça la conséquence. Pourquoi? Parce que ça s'est négocié à Kinshasa. Il n'y a même pas des équipes qui descendent sur le terrain pour voir que là où tu nous as dit que tu vas installer tes usines, c'est où? On voit un peu combien de kilomètres avec les populations. Il y a les villages qui sont là, on peut demander, vous avez quelle rivière ici? Vous allez déverser vos déchets toxiques où? Tout ça, ça doit se préparer. C'est ce qui se faisait pendant la GECAMIN. Maintenant, actuellement, les gens veulent avoir des millions vite et être millionnaires et puis sacrifier la population. C'est ce qui s'est fait maintenant. C'est pourquoi j'ai dit le service a une grande part des responsabilités, mais il y a aussi la lâcheté du gouvernement qui ne veille pas sur ces services. Merci. Merci beaucoup, M. Léonard. Comment comprendre que les études d'impact environnemental sont-elles transparentes ou n'est pas du tout être accessible à la population? Oui, quand vous regardez ces études-là, ce n'est pas facile, ce n'est pas accessible. La loi, les codes miniers exigent que ça soit publié même dans nos langues locales. Ah bon? Oui. On pouvait les publier en swahili. Mais aussi, par exemple, lorsqu'on commence ces études-là, il faut qu'il y ait au préalable la consultation. Si je prends le cas, le Brésil, pour seulement qu'un projet minier passe, il faut qu'il y ait l'aval de la communauté. Aussi longtemps que la communauté ne donne pas son aval, ces projets ne peuvent pas passer. Mais ici, chez nous, ce sont des autorités. Nous avons des services, le cadastre minier, nous avons le DEPEN, nous avons aussi, quand vous regardez l'AC, l'Agence congolaise de l'environnement. Ces services devaient jouer un rôle très crucial pour des études préalables, des descentes sur terrain. Aujourd'hui, les gens nous mentent que le code minier est au-dessus du code foncier ou la loi foncière. Or, c'est faux. En réalité, il y a la complémentarité. Vous trouvez la communauté. Regardez les systèmes de délocalisation. La loi est claire là-dessus. Nous avons notre édit provincial que moi j'ai toujours apprécié. Cet édit provincial refuse le monnayage
que ce soit des champs, que ce soit la communauté, lorsque vous voulez les délocaliser, on refuse. En réalité, on devait remplacer. Réinstaller la communauté. Très bien. Vous réinstallez la communauté. Vous leur donnez même le moyen de survie. Pendant 3 ans, vous suivez. Il faut voir aussi les standards. Vous ajoutez même le 50%. Par exemple, j'avais une situation telle, mais quand je pars sur un autre endroit, vous ajoutez un peu, même 50% pour voir, vous améliorer. Après, vous allez commencer à faire quoi? À me soutenir. Tout à l'heure, M. Clovis a parlé des services qui ne sont pas efficaces. Est-ce que c'est par manque de moyens que le service attitré n'arrive pas à faire correctement leur travail? Non, en fait, il y a d'abord la complicité à tous les niveaux, que ce soit au niveau des services, que ce soit même certains ministères, parce que ce sont ces ministères-là qui devaient faire des suivis et même le service des contrôles. Parce que quand vous vous rendez compte de ce qui se passe avec cadastre minier, donc il y a des gens qui ont des licences, il y a déjà même des licences, je prends par exemple, quand vous partez à Chopo, les gens ont de permis de recherche. Mais quelqu'un qui exploite, depuis 2024 et depuis 2014 jusqu'à nos jours, quelqu'un qui continue à exploiter. Il y a l'inefficacité aussi, l'inefficacité, les contrôles qui n'existent pas. Mais or, quand vous regardez le secteur qui a beaucoup d'enjeux, c'est le secteur minier. Maintenant, M. Léonard, comment est-ce que quelqu'un qui a un permis de recherche peut exploiter? Comment arriver à exporter les produits? Mais il y a complicité à tous les niveaux. Il y a les services. Quand vous arrivez, ces services attitrés, ils prennent leur part. Il y a même certains, parce que nous avons publié un rapport où ces rapports, jusqu'à aujourd'hui, on nous porte maintenant plainte parce qu'on a dénoncé beaucoup de choses. Vous imaginez que derrière toi, il y a un officier militaire. Derrière toi, il y a telle autorité. Quand vous prenez vos biens là, on avait même intercepté 20 kilos d'or. Donc vous voyez tout ça, c'est parce qu'il y a quand même le laisser aller dans le secteur. Mais il y a la justice qui existe quand même dans ce pays. Nous avons tout un ministère, nous avons des magistrats, nous avons des procureurs, il y a tout un arsenal. Mais vous savez, c'est justice. Aujourd'hui, par exemple, la justice que nous faisons allusion, on se rend compte que la coopérative qui nous a acquisés, ils nous acquisent de l'autre côté, une autre entreprise qui nous porte aussi plainte. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de leur demander, essayez de brandir votre étude d'impact environnemental et social. Ils n'ont pas ça. Comment dans un pays, un individu vient seulement, il commence à raser des champs de citoyens sans payer, soutenu par des officiers. Et les gens peuvent laisser ça sans dénoncer et la communauté est en train de souffrir. C'est pourquoi nous l'avons toujours. Le secteur minier, c'est un secteur qui génère beaucoup de recettes, mais qui nécessite aussi la vigilance de nos autorités. Merci, M. Léonard. Je vais revenir à vous. M. Clovis, peut-on parler aujourd'hui que l'État est impuissant face aux multinationales? Oui, non, mais je ne dirais pas impuissant, mais je dirais complice. Et l'État est complice de ce qui arrive à la population. Vous savez, je venais de vous dire ici que l'agrément sur le secteur minier, ça se donne par le ministère des Mines. Alors, les services, ça doit commencer par les services et conclure par le gouvernement. Maintenant, le service tripatouille comme ils ont toujours fait, et le gouvernement accepte, approuve. Est-ce que c'est ce qui explique que les communautés qui sont affectées par l'exploitation n'arrivent pas à trouver des solutions par rapport aux problèmes que ces communautés traversent? Maintenant, oui, mais qui doit trouver des solutions pour les communautés? Mais c'est le gouvernement. C'est pourquoi ils sont là. Ils sont là pour les communautés. Maintenant, je vous donne l'exemple. Il y a un Chinois qui va à Kin, il trouve l'agrément minier, et puis il installe ses usines. Lui, il s'en fout de la population. Et il coopère directement avec Kinshasa. Lorsqu'il aura des petits problèmes ici, il appelle à Kinshasa et la Kinshasa tombe sur ceux qui sont ici. Alors, vous savez qu'à un certain moment, et le gouvernement et les services, ils ne travaillent pas bien parce qu'il y a certains services. Ils peuvent aller, bien sûr, contrôler et essayer de vérifier ce qui se passe, mais il y a Kinshasa qui leur dit « quittez cet endroit, c'est pour tel ». Quitter cet endroit, c'est pour tel. Alors, cela n'arrange pas. Et c'est là que nous disons que le gouvernement est complice dans tout ça. Parce que tout ce qui se passe, toute la souffrance des communautés,
C'est connu par le gouvernement. On a parlé tout à l'heure de la justice, M. Clovis. Qu'est-ce qui expliquerait l'inefficacité également de la justice? Il y a des services qui ne sont pas compétents ou qui n'arrivent pas à faire un bon travail. Malheureusement, le magistrat suprême lui-même l'a reconnu que sa justice était malade. Jusqu'à ce jour, cette justice mais je ne sais pas, ça a été soigné quand, et puis la cure a fini quand? On a changé, on ne sait pas, on a donné quelle soigner. thérapie à cette justice, et aujourd'hui on peut dire que non, elle est guérie, on ne sait pas, mais sinon on connaît que lui-même l'avait dit que la justice était malade, et il n'est jamais revenu nous dire que la justice est guérie. Alors moi je pense que sur ces domaines-là, nous ne pouvons pas compter pour la justice. Nous voulons que le gouvernement revienne quand même à la raison. Vous savez, c'est votre propre population. Qu'est-ce qui explique cette inaction-là des gouvernants? Est-ce la mauvaise foi ou c'est quoi? Voilà, cette inaction, c'est juste la mauvaise foi. Pourquoi j'ai dit, vous voyez même cette pollution dont on parle ici, ça touche beaucoup plus les citoyens moyens. Pour eux, là, ils peuvent être exemptés parce que certains d'entre eux, leurs familles ne sont pas ici. Certains d'entre eux, ils ne boivent pas l'eau des rivières comme les autres. Certains d'entre eux n'ont pas de champs. Certains d'entre eux, vous voyez, tout ça, c'est la population les populations moyennes qui est en train de souffrir. C'est pourquoi j'ai dit, il y a une mauvaise foi parce qu'eux déjà vivent l'opulence, ils ne peuvent pas penser aux citoyens moyens. Vraiment. Est-ce qu'on doit penser à changer de gouvernant ou quel mécanisme on peut réfléchir pour justement sauver des vies? Parce que quand on parle de la pollution, moi je veux voir des vies humaines. J'ai déjà eu à circuler sur plusieurs sites, notamment du côté Fungourmé, du côté Moussono, du côté Bel Air. En tout cas, la situation est presque catastrophique. Oui, mais on est en train de perdre parmi quelques-uns de nos compatriotes comme ça. Ils sont en train de mourir comme ça. Vous voyez, ce que moi je dis, c'est juste qu'on ait des gens qui aiment ce pays. Parce que s'il y a des gens qui aiment l'argent, ils aiment leur poche, que le pays, c'est très compliqué. Lorsqu'on trouvera des gens qui aiment le pays, je pense que cette histoire va s'arrêter. On ne va plus donner des agréments en désordre, on ne va plus mettre des usines partout, on ne va plus laisser sa population. Parce qu'il y a des cas, il y a beaucoup de cas, des villages qu'on a arrachés, tous les villages, et même les tombes de nos ancêtres qui ont été arrachées comme ça, on efface l'histoire. Et puis, qui vient effacer l'histoire? C'est un Chinois, c'est quelqu'un qui vient du Liban, c'est un Libanais. Avec la protection des militaires. Avec la protection, il a toute une armée derrière lui. Vous voyez, le paisible citoyen ne sait quoi faire. Et voilà qu'il y a beaucoup de villages qui sont effacés sur la carte. Face à tout ça, M. Clovis, vous, opposition, qu'est-ce que vous faites pour montrer à cette population que lorsque nous allons diriger ce pays, ceci va changer? Oui, c'est ça que je vous ai dit, que lorsqu'on va avoir à la tête de notre pays des personnes qui aiment véritablement la nation, parce qu'il y a certaines qui n'aiment pas la patrie, mais qui aiment les poches. Ils aiment se remplir les poches. Ça, c'est le futur. Maintenant même, vous êtes encore à l'opposition, vous n'êtes pas au pouvoir. Qu'est-ce que l'opposition est en train de faire pour sauver cette population qui est contaminée, affectée par la pollution? Ce que l'opposition fait, c'est ce que je fais sur votre plateau. Nous sommes là pour dénoncer les cas pareils. Nous les dénonçons parce que nous n'avons pas la manette du pouvoir, et nous dénonçons afin que ceux-là qui gèrent comprennent au moins et reviennent à la raison. Parce que quand même, on ne peut pas laisser sa propre population en train de souffrir. Comme c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont l'armée, c'est eux qui ont les signatures, nous dénonçons, qu'ils comprennent au moins et qu'ils reviennent à la raison pour protéger la population. À l'époque, on voyait l'opposition organiser des marches, des manifestations pour dénoncer ce qui ne marche pas dans le pays. Comment est-ce qu'actuellement on ne voit plus l'opposition dans la rue pour dénoncer les dérives, ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas dans le pays? Malheureusement, avec le régime actuel, ce sont des régimes antidémocratiques. Oui, à l'époque, quand ils organisaient des manifestations, ça veut dire qu'on avait un régime démocratique qui acceptait cette démarche-là, parce que c'est constitutionnel d'ailleurs. Mais actuellement, vous voulez organiser... On en a tenté plusieurs fois, mais ça a été toujours réprimé. Est-ce que ce n'est pas l'opposition qui n'est pas capable en fait de mobiliser? Comme vous avez suivi Peter Kazadi qui disait que l'opposition est incapable de mobiliser même 100 personnes. Non, M. Peter Kazadi fait au moins une confusion, parce que en fait, il y a deux époques différentes. L'époque de Peter Kazadi, c'était une opposition barbare qui devrait brûler tout, ils ont brûlé les Transco, ils ont détruit tout ce que le gouvernement devrait mettre. Mais nous sommes une opposition qui dénonce et qui propose.
Alors, en tout cas, c'est une opposition intelligible actuellement, qui est différente de ce que M. Peter Kazadi a connu, parce que eux, c'était une opposition qui devrait marcher avec des machettes, brûler, casser les choses de l'État, des paisibles citoyens. Alors, nous ne sommes pas dans cette opposition-là. Merci beaucoup, M. Léonard Zama, en parlant de ce que l'opposition devrait faire. Vous, la société civile, qu'est-ce que vous faites? Je pense que chaque fois, nous faisons des monitorings. Nous identifions des cas pareils, nous accompagnons en justice les communautés vulnérables. Je peux vous donner les cas de Kimbalassani. J'accompagne 4282 personnes qui ont été expulsées par TFM sans le payer lors de la construction de leur usine de 30K. Et il y a des démarches en cours pour que ces gens-là recouvrent leurs droits. Donc nous faisons tant bien que mal avec le moyen de bord que nous avons pour qu'on arrive quand même à voir que les choses soient respectées. Et puis nous organisons des dialogues avec les mêmes autorités pour leur dire s'ils peuvent quand même arriver à améliorer. Il y a plusieurs recommandations que nous formulons à travers nos rapports que nous publions. Et le but, c'est que si on peut réduire. Aujourd'hui, nous parlons de la transition énergétique. Il y a plusieurs multinationaux qui viennent investir en République démocratique du Congo pour chercher le cobalt et cuivre. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Nous devons d'abord être sérieux. Parce que quand vous regardez le secteur où il y a beaucoup de corruption, c'est le secteur minier. Où il y a des arrangements, c'est le secteur minier. Chacun veut avoir quelques carrés miniers. Or, nous avons des outils impeccables tels que l'ITIE. L'ITIE essaye d'aider que le pays soit transparent, que tout le flux récolté soit publié. Même lorsque nous parlons, par exemple, des synthèses des études d'impact environnemental, ça pouvait être publié, mais il y a aussi des rapports annuels sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans d'autres pays, on paye, il y a des taxes carbone, parce que vous avez pollué, vous êtes entreprise. Quand vous polluez, vos activités minières, là, vous polluez en grande quantité. Moi aussi, en tant qu'humain, j'émets des émissions de gaz à effet de serre. En parlant des études, il y a également, entre guillemets, des entreprises qui fabriquent des boissons ou des bouteilles en plastique. Comment eux aussi sont concernés par cette pollution de l'environnement, sachant qu'il y a des taxes d'assainissement, d'environnement que ces entreprises-là payent? Bon, en fait, quand vous avez votre investissement, vous investissez dans un domaine, vous vous dites que non, je dois produire en République démocratique du Congo 1000 bouteilles. Tu dois présenter aux autorités la politique de triage, de ramassage et de recyclage de ces bouteilles. Vous ne pouvez pas laisser ces bouteilles comme ça en train dans la cité pour polluer. Quand vous arrivez du côté, par exemple, Kabongo là-bas, il y a beaucoup de bouteilles en plastique. Alors que le détenteur... Non, en fait, ici, la responsabilité est partagée. Et même les entreprises, est-ce que nous-mêmes, nous avons une politique de suivi de ces entreprises-là? Est-ce qu'ils ont des études d'impact environnemental et social? Je vais vous scandaliser. Tu sais que même si tu construis ta maison, il y a les gens qui fabriquent des briques. Vous devez d'abord présenter les études d'impact environnemental et social. Comment tu peux polluer? Quel est l'espace que vous allez utiliser? Quel est le moyen que vous allez utiliser pour atténuer, prévenir les incidents dans la communauté? Mais ce qui ne se passe pas ici chez nous, donc il y a les groupes d'individus, quand ils arrivent, ils passent seulement, ils récoltent et puis on laisse. Et par conséquent, vous allez vous rendre compte, c'est pourquoi nous décrions des érosions par-ci, par-là. Parce que nous ne savons même pas gérer des immondices. Est-ce que nous avons des poubelles publiques? Nous n'en avons pas, mais nous avons tous les services possibles. Monsieur Léonard, vous avez organisé une campagne justement de sensibilisation sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette campagne qui a été organisée par la société civile? En fait, notre campagne avait deux dimensions. De l'autre côté, on voyait les entreprises minières. Et puis de l'autre côté, on voit les entreprises productrices de bouteilles. Et ces entreprises-là, nous avons pensé qu'il était important. Comme ils émettent des émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui nous parlons des changements climatiques, il est très important
qu'ils commencent d'abord à publier, ça c'est les entreprises minières, leur synthèse des études d'impact environnemental, le rapport des émissions de gaz à effet de serre. On doit savoir, ils ont produit annuellement combien des émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas les laisser comme ça. On peut même aller loin pour mobiliser les autorités parce qu'il y a aussi la responsabilité, l'inefficacité de nos services. Quand vous voyez de l'autre côté Bel-Air, il y a certaines autorités qui sont passées par là, ils ont dit qu'ils n'ont pas pollué. Comment moi je suis communauté? Oui, moi je suis communauté. Chaque fois, l'eau est propre. Je viens aujourd'hui, je trouve l'eau change couleur. Vous voulez que j'amène ça seulement dans de labo pour qu'on confirme, pour venir vous dire qu'il y a pollution. Lorsqu'il y a contamination de l'eau, il y a deux champs. Tu trouves un champ où ça devient blanchâtre. Et tous ces éléments-là proviennent d'où? Merci beaucoup, M. Clovis, pour terminer sur ces sujets. Que faudra-t-il changer immédiatement pour restaurer la confiance entre la population, les investisseurs et l'État? Oui, malheureusement, si vous entrez dans le statut de ces entreprises-là, oui, qui sont en train de polluer, des petites entreprises qui polluent, vous allez trouver les noms de certaines autorités. Alors c'est pourquoi... Ce ne sont pas des spéculations? Non, c'est pourquoi à un certain moment, vous allez trouver que les services ne servent pas à évoluer. Pourquoi? Parce que ils vont trouver quelqu'un qui est un peu plus élevé qu'eux, qui est aussi dans cette histoire-là. Nous connaissons beaucoup d'autorités sont en train de couvrir beaucoup d'entreprises. Alors c'est pourquoi il y a même des bavures. Vous trouvez, il y a pollution. Lui, il dit non, ils n'ont jamais pollué. Est-ce que vous avez fait les labos? Est-ce qu'eux-mêmes là, d'abord, ils ont cette attitude-là? On a vu M. Clovis récemment, la ministre nationale de l'Environnement qui est descendue ici au Lualaba, ensemble avec la gouverneure, elles ont effectué une descente à Roche Mining. Ouais. Jusque-là, on attend la suite. Cela se justifie parce que vous êtes en train de dire... On va attendre et puis ça va être classé sans suite. Pourquoi? Parce que à un certain moment, nous connaissons maintenant nos autorités. C'est comme si ils acceptent que cette population demeure dans ces difficultés. Pourquoi? Parce que vous avez constaté qu'il y a pollution. Effectivement, cette entreprise a fait quelque chose. Je vous donne le cas de Sedem à Lubumbashi. Oui. Mais l'entreprise a repris ses activités sans que ces populations-là qui ont vécu ces choses n'ont jamais été indemnisées ni amenées dans un centre approprié pour essayer un peu de voir dans leur corps qu'est-ce qui peut causer à la longue des problèmes. Je pense que la population est sacrifiée. Merci beaucoup, M. Léonard. En quelques mots, que faudra-t-il faire pour restaurer la confiance entre le gouvernement, la population et les investisseurs? Je pense que nous, en tant que population, nous devons rester vigilants, exigeants vis-à-vis de nos autorités, mais également exigeants la publication des études d'impact environnemental et social. Nous devons interpeller le cadastre minier lors d'octroi des licences et de descendre sur terrain pour se rassurer. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le code minier n'est pas supérieur à la loi foncière. Donc, par conséquent, il faut respecter des procédures. Les villages sont en train de disparaître. Notre ville industrielle, commerciale, est en train de disparaître. Et d'ici 10 ans, vous allez vous rendre compte que la ville de Kolwezi peut disparaître. Mais ce que nous demandons aux autorités, il faut avoir une projection, il faut avoir une vision pour voir que doit devenir la ville de Kolwezi d'ici 20 ans, d'ici 10 ans. Est-ce qu'on ne peut pas réinstaller la ville de Kolwezi? Donc on doit faire quand même la projection. Après le mine, que doit devenir la ville de Kolwezi? Donc nous devons nous poser beaucoup de questions. Et en tant que les citoyens, nous sommes nés ici, nous avons grandi à Kolwezi et nous avons besoin même de la génération future. Lorsque, par exemple, on délocalise Gécamine Kolwezi, il est bon en loi de construire de l'autre côté Gécamine Kolwezi. Et ça entre directement dans l'histoire. Et non, vous donnez l'argent aux gens et puis les quartiers est disparu comme ça. Merci beaucoup, M. Léonard Zama. Mesdames et messieurs, comme annoncé, deux thématiques. Nous allons parler cette fois-ci de la vulgarisation des accords de Washington, comme je l'ai annoncé, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, et le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, sont venus dans la province du Lualaba pour lancer cette campagne de vulgarisation des accords de Washington. Monsieur Clovis Moïse, je commence avec vous. Avec cette vulgarisation, il n'y a plus de spéculation par rapport à cet accord. Il y a maintenant confiance entre la population
et le gouvernement, parce que certaines personnes ont dit que non, c'est un accord, je ne sais pas, des 99 ans, autant d'années, les Américains vont prendre nos minéraux, ils ont bradé des minéraux. Mais cette fois-ci, il y a un exercice du gouvernement vulgariser l'accord de Washington et même un exemplaire a été distribué à tous les participants à cette cérémonie. Oui, mais en fait, merci pour la question. Monsieur Chérif, je voulais juste lire oui? dans le préambule quelque part, où d'ailleurs ça me fait très mal que notre gouvernement ait accepté cela. Ici, on dit, je crois que c'est 4e point dans le préambule, on dit, prenant note du concept d'opération du plan d'harmoniser, de neutraliser les FDLR et des désengagements des forces levées des mesures défensives par le Rwanda. En fait, cet accord, c'est entre la RDC et le Rwanda. Entre la RDC et le Rwanda. Mais côté RDC, nous avons la charge de neutraliser les FDLR. C'est après qu'on ait neutralisé les FDLR que le Rwanda va lever ses mesures de défense. Parce qu'ici, on a parlé des mesures de défense. On n'a pas parlé d'agression. Ce qui, malheureusement, cet accord profite au Rwanda. Ah bon? Oui, ça profite au Rwanda. Et même lorsqu'on parle du cadre d'intégration économique. Mais on dit, en fait, le concept est que nous cherchons la stabilité à l'est de notre pays, mais nous intégrons économiquement les mines, nos mines. Mais non, M. Clovis, vous avez suivi rwandaise. M. Clovis, vous avez suivi Patrick Mouyaya qui a dit que pour la première fois, Kagame a accepté de signer cet accord pour dire qu'il a accepté publiquement, devant tout le monde, devant la communauté internationale, qu'il a ses troupes ici au pays, ce qu'il ne s'est jamais fait. Oui, mais en fait, Patrick Mouyaya devrait nous dire que Kagame a accepté de signer, il a accepté qu'il agresse le pays. Kagame, c'est lui qui agresse le pays. Ce n'est pas coché ici. C'est pas coché ici. On nous parle qu'il a mis les mesures défensives. Ça veut dire quoi? Il est en appui de M23. Alors, est-ce que c'est le Rwanda ou c'est le M23? Alors, en fait, je pense qu'ils veulent nous flouer. Parce que même dans ce même accord, on nous parle des annexes qui doivent être traitées par la suite. Et on dit que ces annexes doivent être respectées. Font foi aussi de l'accord. Est-ce que ces annexes sont accessibles à la population? Voilà, c'est ça le problème. Pourquoi ils veulent déjà chanter « Oh non, l'accord est là, mais est-ce que les annexes, nous voulons voir aussi les annexes parce que ça sera fait. On dit qu'ils disent que non, ce n'est pas non en avant, mais non. Ils peuvent nous dire, c'est pour combien de temps? Parce que dans l'accord, moi j'ai parcouru l'accord, je n'ai pas vu la durée de leurs accords avec les États-Unis. Moi je pense qu'ils doivent être clairs. Certains accords, ça doit être signé pour l'intérêt de la nation. On ne signe pas les accords pour protéger un régime ou bien pour protéger un pouvoir. Ça doit être dans l'intérêt de toute la population pour la patrie. Merci beaucoup. Monsieur Léonard, vous êtes de la société civile. Est-ce que vous avez été invité à cette manifestation de vulgarisation des accords de Washington? Non. Ah bon? Je n'ai pas été invité. Justement, il y a plusieurs structures de la société civile. Est-ce qu'il y a d'autres structures que vous reconnaissez qui ont été invitées à cette manifestation? Je pense que certaines structures ont été invitées. Oui. Mais quand même, ce qui est important, nous devons faire la part des choses. Nous avons beaucoup d'accords que nous avons signés avec Washington. Mais si aujourd'hui on nous parle, c'est quel type d'accord qu'on a vulgarisé? Est-ce que c'est l'accord de paix? Est-ce que ce sont des accords miniers? Parce que les gens, lorsqu'ils ont parlé de 9 ans... Là, on parle de l'accord économique. Quand vous regardez l'accord économique, il y a, surtout dans le secteur minier, il existe quelques principes tels que chaque accord doit être soutenu par des annexes, mais aussi des avenants. C'est là qu'on va analyser tous ces aspects-là. Est-ce que je me dis... la République démocratique du Congo a déjà même publié cet accord. Vous avez vu Mouyaya commencer la campagne de vulgarisation mais il vulgarise quel type d'accord? C'est peut-être l'accord de paix. Parce que quand je vois, lorsqu'on parle de la chaîne, par exemple, d'approvisionnement, tu sais que nos minéraux, pour aller, ça va passer par le Rwanda.
Oui. Ah bon? C'est ça. Non, Oui, pas c'est possible, ça, c'est ça. aussi dans L'accord économique, c'est dans cet accord-là. Oui. Donc, vous prenez les coltans à partir de l'Est et ça sort par là et ça part. Alors, Et le gouvernement a signé ça? mais ça a été signé, c'est ça l'accord. Et nous avons essayé d'analyser cet accord. Mais nous attendons encore, selon les codes miniers, parlent de 60 jours pour publier des accords miniers. Aussi longtemps qu'ils ont signé récemment, nous attendons les 60e jour pour que cet accord soit publié, que nous ayons l'accessibilité de cet accord. Nous allons aussi s'asseoir pour analyser, voir le pour et les contre, afin de proposer quelques pistes de solutions. Monsieur à nos Léonard, qu'est-ce autorités. qui explique ces flous Mais- de la communication justement autour de ces accords de Washington? Non, en fait, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui ont dit, vous avez bradé le minerai. Il y a certains qui pensent que dans des accords pareils, il devait y avoir l'aval de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils ont eu l'aval de l'Assemblée nationale pour aller signer tous ces accords-là? Ou soit c'est par la décision, ils ont décidé de signer ces accords? Est-ce que la société civile a été intéressée avant de signer ces accords? Quelques structures? Non. À tous les niveaux, personne n'a été intéressé, mais c'est les gouvernements qui auraient fait ça. Nous l'avons d'ailleurs dit. Chaque fois, il y a des structures de la société civile qui plaident pour que nous ayons des experts lors des négociations de type de contrats, surtout les contrats miniers. Nous avons au sein des organisations de la société civile, il y a de grands experts dans des questions minières, ils peuvent lorsqu'il s'agit de négociations. Mais on se rend compte que ce qui s'est passé, il n'y avait pas la présence de la société civile. Merci. Retenez quand même un aspect. Oui. Comment les Américains sont partis en RDC parce que le climat d'affaires n'était pas bon. Aujourd'hui, ils rentrent. Qu'est-ce qui a été amélioré en République démocratique du Congo pour revenir? Est-ce que c'est pour leurs intérêts? Est-ce qu'il y a déjà une bonne gouvernance? Donc, ce sont des préoccupations que nous devons nous poser. Merci beaucoup, Monsieur Léonard. Monsieur Clovis Moïse, malgré que ces accords sont largement critiqués par l'opposition, mais il y a déjà des résultats sur le terrain. Il y a déjà des résultats. L'homme 23 s'est retiré de la ville d'Ouvira. Ce n'est pas déjà des résultats? En fait, lorsque l'homme 23 se retire de la ville d'Ouvira, pourquoi pas l'obliger à se retirer de la ville de Goma, se retirer de la ville de Bukavu, se retirer partout où il se trouve? En fait, ok, c'est seulement Ouvira qui est la République démocratique du Congo et d'autres entités qui sont occupées par le M23 ne sont pas au Congo. Moi, je pense que ça, c'est la mascarade. Ça, c'est la mascarade. Les États-Unis ont été déjà ici avec le géant TFM qu'eux-mêmes ont vendu aux Chinois. Ils ont libéré le géant TFM parce que dans la province du Lualaba, en fait, c'est le TFM qui est la plus grande entreprise qui était détenue totalement par les Américains. Mais aujourd'hui, c'est totalement pas les Chinois. Et aujourd'hui, les Américains vont revenir. Voilà, c'est ça la question que mon collaborateur s'est posée. Oui. Mais lorsqu'ils étaient partis, ils avaient dit que le climat des affaires n'était pas bon ici. N'était pas bon plutôt. Mais non, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on a amélioré le climat des affaires? Est-ce que la corruption a cessé d'exister? Mais je pense que ça s'est empiré davantage. Accentué. Ça s'est empiré avec ce régime. Alors, on ne Mais comprend pas. lorsque les États-Unis Voilà. acceptent de signer Voilà, des ils ont accords... accepté parce qu'on Oui. leur a dit de venir prendre gratuitement. Non, Écoutez, non, écoutez, Monsieur Clovis, quand même. écoutez, il n'y le a pas- président de la il n'y République a pas a du juré gagnant. de respecter la Constitution. Monsieur Il ne Chérif. peut pas aller donner de minerais gratuitement aux Américains, quand Monsieur même. Chérif, il n'y a pas du gagnant-gagnant. Au début, vous avez compris, c'était que échange minéré puis échange minéré sécurité. Oui. La sécurité ne se brade pas. Il y a d'autres questions qui sont des questions de souveraineté. On ne sait pas quand Donc même. les Américains ne vont pas venir Mais- sécuriser l'Est de la RDC. Ils sont où? Ils sont où depuis? D'ailleurs, le même jour qu'ils ont signé l'accord, eh bien, il y a eu, Ouvira est tombé. Est-ce que c'était un bon signe? Ce n'était pas un bon signe. Le Rwanda a été toujours le chouchou des Américains. Mais là, le Rwanda n'est plus le chouchou parce qu'il a été démasqué, les jeux de Kagame. il est chouchou. Et- Pourquoi? Parce Ouais. que même dans ces accords, le Rwanda, il sort gagnant. Non. Mais le Rwanda vous dit que moi, j'ai placé les mesures défensives. J'ai juste mis les mesures défensives en RDC. Mais la RDC détient la FDLR
ils veulent m'attaquer. Et nous acceptons comme ça et nous signons. Mais messieurs, qui sort gagnant? Moi je ne sais pas, même quand notre gouvernement a accepté qu'il y a des FDLR ici, est-ce que depuis tout ce temps, ces gens là-bas existent toujours et ils sont toujours encore là et c'est encore une menace pour le Rwanda? Moi je pense qu'il y a un jeu qui s'est fait là-bas. Et les Américains, tout ce temps ici, même le Rwanda depuis qu'il a placé ses mesures défensives dans notre pays, quelle est la sanction des Américains? Non, M. Clovis, vous, malgré qu'on vulgarise l'accord, vous n'êtes pas toujours... Ils n'ont rien vulgarisé. Le porte-parole du gouvernement, il est dans son rôle de défendre le gouvernement. C'est dans son rôle. Nous comprenons seulement qu'il fait son travail, bien que même dans son cœur, il sait que cet accord-là, ça ne profite pas à la RDC. Ça ne profite pas à la RDC. Vous voyez, le cadre d'intégration économique, ok, le Rwanda amène quoi dans cette intégration économique? C'est pourquoi je vous dis que le concept est que nous voulons la stabilité à l'Est, mais nous intégrons économiquement nos mines dans l'industrie rwandaise. Merci beaucoup. Ça veut dire que nos mines doivent être travaillées au Rwanda et puis expédiées vers les États-Unis. Mais qui va profiter? Qui va profiter? Moi, je pense qu'à un certain moment, les accords pareils, ça ne peut pas se signer par une seule institution, non. Tel qu'on l'a fait, c'est juste le président de la République qui se décide de prendre ces accords. C'est pourquoi j'ai dit, les accords, on les signe, surtout si ça concerne le pays, on les signe pour l'intérêt de la patrie, pas pour l'intérêt du régime. Merci beaucoup, M. Clovis Moïse, M. Léonard Zama. Malgré que le ministre de la Communication est en train de vulgariser l'accord, il n'y a pas toujours cette confiance entre la population et cette procédure-là de vulgarisation de l'accord. Qu'est-ce qui justifie cette opacité? Non, il a joué quand même un rôle important de vulgariser, mais toutefois, les gouvernements devaient, par exemple, doter les moyens aux organisations de la société civile pour vulgariser ça d'une manière objective. C'est-à-dire, les gens devaient s'asseoir dans un atelier où ils analysent le pour et les contre. Ils pouvaient même le faire des comptes rendus. Mais ce qui est important, les vrais accords aussi, les accords miniers, n'ont pas été publiés. Ah bon? Non, est-ce que le ministre est en train de faire? Non, ça c'est l'accord économique qui intègre l'aspect la paix. Mais ce ne sont pas les accords que nous attendons pour voir est-ce que nos minéraux ont été bradés. Mais là, on s'est plaint qu'il y a bien sûr ces entreprises chinoises avec tout ce qu'il y a comme traitement des agents dans ces entreprises, avec l'impact environnemental, mais avec les entreprises des Américains, peut-on espérer que le traitement sera différent? Et aujourd'hui, n'accusons pas la Chine. La Chine est venue investir en République démocratique du Congo. Nous devons aussi les laisser une partie pour continuer à œuvrer. Mais c'est à nous d'exiger. Si on est fort en exigeant le respect de nos lois, ces Chinois vont se soumettre. Dans d'autres pays, ils respectent. Ils ont profité de notre faiblesse. Mais regardez les États-Unis. Aujourd'hui, ils viennent pourquoi? On parle dans le monde de la transition énergétique. Aujourd'hui, nous voulons émerger, essayer d'échanger. À l'époque, on utilisait du carburant qui polluait beaucoup plus. Mais on a besoin de passer avec le système de batterie. Donc, c'est ça le problème. Ils veulent aussi, par exemple, de véhicules qu'on n'aille pas avec... Parce qu'ils se sont dit, il n'y a pas une meilleure façon d'avoir des minéraux que d'aller puiser directement en République démocratique du Congo, là où il y a des réserves du cobalt, les lithium et consorts. Oui, imagine, je peux te scandaliser. Je participais dans les échanges aux Pays-Bas, où déjà nos amis réfléchissaient dans le sens d'éliminer les cobaltes lors de fabrication de batteries. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ont fait l'expérience. Quand vous créez votre batterie sans cobalt, il n'y a pas la durabilité de votre batterie. Et par conséquent, ils sont rentrés encore. Vous voyez, les autres sont en train de réfléchir. Et nous, on est en train de réfléchir sur quoi? Nous, on ne réfléchit rien. Aujourd'hui, j'apprécie quand même un aspect où on veut construire la zone économique spéciale. Si cette zone économique spéciale à Msompo, où on veut construire, si on construit, peut-être nous allons commencer aussi à transformer de batteries, il y aura par exemple de véhicules, je ne sais pas quelle sera la politique. Et il y a déjà
beaucoup d'investisseurs qui viennent parce que la Chine aujourd'hui est avancée. C'est la concurrence. Le grand puissant du monde, ils veulent maintenant. Les États-Unis ont compris qu'ils sont en retard en mettant de garde-fous, dire non, il faut d'abord la bonne politique, il faut gouvernance, corruption. Là, ils viennent. Là où il y a la corruption, il y a les clientélismes, merci. Il y a le népotisme. Je vais revenir à vous, Monsieur Léonard Zama. Question de passer à la conclusion vu que le temps nous fait défaut. Monsieur Clovis Moïse, les autres sont en train de réfléchir. Nous ici, on fait quoi? J'aurais appris que la Chine a des hangars, des dépôts énormes où ils conservent même des cobalts. C'est-à-dire, on pourrait fermer nos entreprises ou l'exportation et pourront faire autant d'années en exploitant les cobalts qu'ils ont déjà conservés dans leurs dépôts. Nous, on est en train de réfléchir sur quoi? Oui, en fait, nous, on réfléchit pouvoir. Nous, on réfléchit conserver le pouvoir au lieu de réfléchir sur des choses qui doivent éveiller le peuple. Moi, je pense que la Chine a une longueur d'avance par rapport aux États-Unis dans la technologie. C'est ce qui fait que les Américains sont réveillés en retard. Ils avaient cédé, ils avaient laissé la Chine en Afrique, pas seulement en RDC, ils ont laissé la Chine en Afrique et la Chine a vraiment eu tout ce qu'ils pouvaient avoir afin d'être encore trop puissant devant les Américains. Merci beaucoup. Qu'est-ce que les téléspectateurs vont comprendre par rapport à la pollution minière également, par rapport à la vulgarisation des accords de Washington? Oui, par rapport à la pollution, nous avons dit que nous demandons à nos autorités de se réveiller, de ne plus seulement se voir eux-mêmes, de voir la population qui est en train de souffrir, parce que la population souffre de cette population énormément, surtout ici chez nous, au Lualaba ou dans le Haut-Katanga, là où il y a beaucoup de mines. Et deuxièmement, pour les accords, moi je pense qu'ils ont compris qu'ils ont eu à garder ces accords depuis longtemps, ils n'ont pas pu vulgariser cela, alors ils font de bruit pour embrouiller un peu, mais nous avons besoin de mettre à disposition de toute la population ces accords, au besoin les traduire dans les 4 langues nationales, que tout le monde comprenne au moins qu'est-ce qui se passe, quels sont les accords que notre président a signés, et surtout les accords économiques qui parlent des mines. Nous voulons comprendre qu'est-ce que les Américains auront, comment est-ce que nous allons travailler, pas nous expliquer verbalement que non, ils viendront avec leurs capitaux, ils vont investir, et puis non, ça c'est pas clair. Merci beaucoup, Monsieur Clovis Moïse. Monsieur Léonard, votre conclusion? Il est vrai que le monde aujourd'hui s'inscrit dans la transition énergétique. Nous voulons passer le système fossile vers l'énergie propre et renouvelable. Donc, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour réduire la pollution. Donc tous ces aspects-là, si aujourd'hui notre gouvernement peut aussi avoir une politique claire sur la gestion de nos minéraux. Quand vous regardez le minerai qui entre dans la fabrication de la batterie, vous allez vous rendre compte qu'en République démocratique du Congo, nous avons à peu près 4 minéraux qui peuvent nous aider. Si on peut suppléer avec un minerai qui n'est pas là, ça peut nous aider aussi à fabriquer de batteries. Et vous participez dans des conférences, dans des colloques, tout ce qui s'est dit là, le gouvernement fait quoi? Mais parfois les gouvernements, ils sont représentés, les gens sortent dans des colloques, j'ai vu à Paris, on est là, les gens réfléchissent, parlent de la République démocratique du Congo, mais il n'y a pas des officiels congolais. Ah bon? Et on se pose des questions. Quand vous regardez surtout avec le projet Lobito, nous sommes en retard. Les autres connaissent déjà, il y a des avancées. Regardez comment est-ce que l'Europe, ils viennent ici, l'Union européenne, ils viennent ici pour visiter, se rassurer. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Aujourd'hui, quand vous regardez avec beaucoup d'entreprises, les gens ont commencé déjà à avancer des pas. Mais que fait notre gouvernement? Quelle est la politique? Les informations sur Lobito, les gens sont en train de cacher ça. Or, s'ils donnaient aux organisations de la société civile, on devait sensibiliser, vulgariser. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Léonard Zama. Merci beaucoup, Monsieur Clovis Moïse. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et auditeurs. On se retrouve prochainement.